Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire part de mon étonnement, d'une certaine manière. Alors, un étonnement qui était déjà apparu quand les États généraux devaient être prévus, quand j'ai vu le programme qui était extrêmement chargé, intéressant, important, et puis quand j'ai vu cette assistance extrêmement nombreuse, en me demandant d'où vient cette assistance, quel est son intérêt, pourquoi sur ce sujet-là. Étonnement d'autant plus important que dans ma pratique courante de psychiatre des hôpitaux, travaillant à la fois dans un hôpital psychiatrique et à la fois en prison, je ne peux pas dire que c'est cette interpellation-là de la radicalisation qui fait le quotidien du travail. Et puis finalement, en fin d'après-midi hier, je commençais peut-être à avoir une réponse à mon étonnement. J'ai trouvé que on avait l'air de dire que la radicalisation n'était peut-être pas un bon terme, qu'en fait on parlait beaucoup de la violence, puis finalement on parlait de notre société, on parlait de nous-mêmes, on parlait de l'organisation de la société, des délaissements, des abandons, des injustices, des craintes, des peurs, enfin, de tout ce que notre société traverse, et que finalement elle parlait d'autre chose. Et finalement en parlant d'autre chose, c'est certainement que cela justifie ou explique une partie de l'intérêt de ces journées. Après, ce que moi je vais essayer de vous exposer, c'est un exposé un peu en deux temps. D'abord, le cheminement du syndicat du psychiatre des hôpitaux sur cette question depuis environ 2012, et puis les principales épines éthiques qui peuvent surgir autour de cette question de la radicalisation quand nous sommes appliqués en tant que psychiatres. Alors, l'histoire a commencé un peu pour le syndicat du psychiatre des hôpitaux en 2012. En 2012, le secrétariat général des affaires européennes saisit le ministère de la Santé et lui demande de trouver un psychiatre de terrain pour participer à RAN, vous savez, ce réseau sur la radicalisation de la Commission européenne, pour qu'il y ait un représentant de la France qui y soit. Donc on cherche quelqu'un, ça tombe sur moi, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que je travaille en prison, puis qu'on se dit radicalisation, délinquants, enfin on ne sait jamais, voilà, donc ça arrive sur ma personne, sans que je n'y connaisse quoi que ce soit sur ce sujet. Donc en 2012, la décision se fait comme ça et je participe à une première réunion de RAN qui a plusieurs sous-groupes, dont un sous-groupe santé. Et là, il y a un tour de table sur les différents représentants des pays européens et on demande où en est la radicalisation en France. Et là, en 2012, si vous vous remettez dans cette situation-là, on n'en parlait pas beaucoup, sauf que le mot radicalisation avait été très prononcé au printemps 2012, entre les deux tours d'élection présidentielle, où on avait dit que le candidat sortant avait radicalisé son discours, l'avait énormément droitisé, et que le mot radicalisation était extrêmement aperçu à ce moment-là. Donc comme quoi la radicalisation n'est pas toujours sur le plan religieux, mais pouvait être évidemment sur d'autres situations. Donc ça, c'était le premier contact que j'ai pu avoir. Et depuis, effectivement, ça a été la démarche du SPH, où j'étais un peu animateur de ce débat-là, ou en tout cas ramenant les informations, pour que nous ayons une réflexion collective au sein du syndicat pour voir comment nous ajuster par rapport à cette situation. Donc en permanence, ça a été cette présence vigilante et discrète qui est un peu le terme le titre de mon intervention. Et comme le disait Jacques Borgy, effectivement, la prudence pris au sens aussi aristotélicien, donc la phronésis, donc faire attention et avoir une certaine sagacité par rapport à la situation. Alors, bon, les choses ont évolué tout doucement, mais de manière assez insidieuse pour la psychiatrie, et c'est ça qui posait problème. Je fais un saut, 2015. Évidemment, 2015, tout le monde sait qu'il se passe des choses assez dramatiques, et donc les situations s'accélèrent. En particulier avec l'action des cellules de prévention de la radicalisation, qui ont là des actions qui sont très variables au niveau des psychiatres, des régions, des endroits, où on sollicite des personnes individuellement, ou quelquefois plus des hôpitaux. Personne ne sait trop comment s'y repérer, et donc le syndicat du psychiatre des hôpitaux est interpellé en disant par nos adhérents, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne sait pas trop, c'est les préfectures qui nous convoquent. Nous, notre référence, c'est plutôt l'ARS. Bon, on est mal à l'aise. On a d'ailleurs essayé d'interpeller le ministère de la Santé sur cette question-là. Pas vraiment de réponse, sauf qu'au bout de quelques temps, on a eu des réunions organisées où nous avons pu exposer nos positions, qui étaient des positions en disant, écoutez, pour l'instant, la radicalisation, ce n'est pas de la maladie mentale pour nous dans la majorité des cas. S'il y a quelqu'un qui se présente avec des suspicions de radicalisation, que des familles se présentent dans les consultations de pédopsychiatrie avec des inquiétudes, on prend comme n'importe qui, on s'en occupe d'une certaine manière, mais pour nous, il n'y a pas forcément de spécificité. Alors, en 2015, quand même, il y a un point. Alors, je ne peux pas lister tous les circulaires, toutes les implications, toutes les démarches qui se font, donc j'essaie de prendre les points les plus importants.
On a eu des travaux des parlementaires en 2015. Il y a eu un rapport du Sénat qui était sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, qui comportait 110 propositions, dont une qui était augmenter le nombre d'unités hospitalières spécialement aménagées, UHSA, pour permettre une prise en charge adaptée des détenus présentant des troubles mentaux engagés dans un processus de radicalisation. Alors évidemment, ça nous a fait un peu bondir. Alors je suppose que dans la salle, on n'a pas forcément, peut-être que tout le monde n'est pas au fait vraiment de la psychiatrie hospitalière, en plus de la psychiatrie en milieu pénitentiaire, mais les UHSA, ce sont des unités d'hospitalisation qui sont implantées dans les hôpitaux généraux avec une sécurisation périmétrique par l'administration pénitentiaire et qui a la charge de s'occuper des personnes détenues qui posent des problèmes dans les prisons habituellement, qui a une décompensation psychiatrique et qui ont besoin d'être hospitalisées comme n'importe quelle autre unité de psychiatrie. C'est pour les troubles mentaux comme partout ailleurs. Et donc le cibler déjà, comme on voit bien que c'était ciblé, les radicalisés ayant des troubles mentaux, hein, cette espèce d'amalgame rapide. Donc, bon, on a une réaction assez forte pour expliquer qu'on n'était pas d'accord, mais bon, la démarche continue. 2016, plusieurs choses, mais j'en dirais deux spécialement. La loi du 3 juin 2016 qui renforce la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, ajoute dans le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins tous les crimes pour terrorisme, toutes les infractions pour terrorisme, dans les possibilités de prononcer une injonction de soins. Une injonction de soins dans le suivi socio-judiciaire, pour les juristes, c'est entre une peine ou une mesure de sûreté. Au départ, ils ont été créés il y a 20 ans, en 1998, pour les auteurs d'infractions sexuelles, et c'est développé aussi pour d'autres infractions, et là, on rajoutait les auteurs d'infractions à caractère terroriste. On peut même d'ailleurs dire que dans les fin des années 90, le délinquant sexuel était le monstre, hein, était le monstre absolu, et actuellement c'est un petit peu le radicalisé qui prend un peu sa place, même s'il y a quelquefois encore des compétitions entre les deux, malheureusement, mais en tout cas, c'était une façon de vouloir aussi obliger à traiter des auteurs d'infractions sexuelles, alors qu'on disait aussi à peu près la même chose. Peu de maladies mentales complètement avérées sur les auteurs d'infractions sexuelles. Hein, on a la même question, ce qui n'empêche pas qu'on a développé des techniques aussi pour en approcher et pouvoir s'occuper d'eux. Alors, sur ça, l'injonction de soins et l'obligation de soins, ça me permet de dire qu'on crée souvent des dispositifs, mais on a beaucoup de mal à les faire appliquer. L'injonction de soins, c'est compliqué, on manque de médecins coordonnateurs qui doivent faire marcher l'ensemble du système, c'est pas simple. Quant à l'obligation de soins, et on a vu dans ces journées qu'on a des patients qui sont parfois en obligation de soins, dans le thème qui nous intéresse, l'obligation de soins, ça date de 1958, ça fait 60 ans, et ça fait que 60 ans que ça cafouille. Hein, c'est assez compliqué à ce que ça marche. Les CMP ont beaucoup de mal, les centres médico-psychologiques ont beaucoup de mal à accueillir les personnes en obligation de soins. C'est compliqué, il y a plein de fantasmes, c'est un détenu, même s'il n'a pas fait grand-chose, enfin un ex-détenu, même s'il n'a pas fait grand-chose, il ferait peut-être dangereux. Enfin, il y a des réticences, puis en plus, il n'est pas vraiment malade, bien souvent aussi c'est le cas, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc toutes ces questions-là se retrouvent dans la question de la radicalisation. Un autre point sur 2016 qui est aussi un peu, qui montre les vacillements peut-être de nos valeurs de notre société, ça a été quand il y a eu un arrêté qui a dû vouloir un peu gérer la situation de la vidéoprotection permanente en cellule en détention. Vous savez, quand il a eu filmé Abdeslam en permanence, il en a fait un arrêté. Et dans les notices de l'arrêté, ce qui justifie l'arrêté, c'était de dire qu'il faut le filmer tout le temps pour prévenir l'ordre public au cas où il se suiciderait et il s'évaderait parce que ça aurait un très mauvais impact sur l'opinion publique. C'est écrit dans la notice. Hein, bon, qui se suicide avant d'être condamné, ça ne va pas. Et bon, après, on ne sait pas trop, mais avant, ce n'est pas possible. C'est quand même étonnant qu'on mette ça dans un arrêté publié au Journal officiel de la République en donnant ce type d'argument. 2017, que se passe-t-il en 2017 ? Il y a les attentats en Catalogne. Et là, notre ex-ministre de l'Intérieur déclare travailler avec la ministre de la Santé, je cite, pour mobiliser l'ensemble des hôpitaux psychiatriques et les psychiatres libéraux de manière à essayer de parer à cette menace terroriste individuelle. Alors là, évidemment, en ajoutant en plus qu'un tiers des personnes regroupées dans le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, qui n'est pas le fichier S, c'est autre chose, soit plus de 17 000 personnes auraient des troubles psychologiques. Alors on ne sait pas ce que c'est que ces troubles psychologiques, on ne sait pas comment ils ont été diagnostiqués, on ne sait pas ce que ça représente, on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est annoncé de manière médiatique comme ça, ça fait peur. Voilà, c'est présenté. Alors,
Les réactions diverses ne se font pas attendre. Entre autres, l'Association des secteurs de psychiatrie pénitentiaire réagit en faisant un communiqué en disant que la psychiatrie n'est pas la 4e force de sécurité du pays. On a vu les réactions hier quand Jean-François Guéraud, en ayant fait un peu de suspense, a dit qu'il était de la police. Parfois, on a eu un peu de réaction dans la salle. Donc nous, on se dit, non, la psychiatrie, c'est quand même pas la police. Ce n'est pas une force de sécurité et ça nous pose un problème. Alors, malgré les réactions, la surveillance de la psychiatrie se resserre et s'accélère. Et en 2018, il y a ce que nous connaissons tous, le plan national de prévention de la radicalisation et surtout la fameuse mesure 39 qui dit qu'il faut actualiser les dispositions existantes relatives à l'accès et à la conservation des données sensibles contenues dans l'application de gestion des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement OPSI. Michel Triantafilou l'a évoqué en début de ces journées. Ça veut dire que les patients qui sont hospitalisés sans consentement en psychiatrie, je dirais combien il y en a, doivent être fichés, regroupés et fichés. Donc il s'ensuit rapidement un décret au mois de mai qui officialise cette affaire-là. Ce décret qui continuera, qui énerve un peu tout le monde. On a même une réunion au ministère de la Santé, au comité de pilotage de la psychiatrie, qui est un organisme au niveau du ministère qui réfléchit sur l'ensemble de la psychiatrie. Et là, entre autres, les représentants des usagers, l'UNAFAM et la FNAPSI, réagissent de manière très forte en disant on ne veut pas que nos enfants qui sont hospitalisés pour dépression ou autre chose deviennent des suspects de radicalisation ou des futurs terroristes. Bon, par rapport à ces réactions, il y a une association d'usagers, le CRPA, qui dépose un recours pour demande d'annulation du décret. Le SPH fait 2 recours, un recours gracieux et un recours en excès de pouvoir, aussi qui a été déposé en octobre, pour donc demander l'annulation du décret en disant que c'est quelque chose qui stigmatise les patients de manière extrêmement importante, qu'il n'y a aucune raison. En plus, c'est une conservation des données qui est beaucoup plus longue que ce qui se faisait avant, même quand les gens ne sont plus en soins. Donc, ça pose un sacré problème. Alors, donc voilà, on recourt, on va voir ce qui va se passer, mais on voit bien quand même qu'il y a toute cette division où on met une étiquette sur un ensemble de personnes. Alors, qu'est-ce que peut faire la psychiatrie ? Alors, on l'a déjà évoqué, je pense que Michel Bodbol en reparlera tout à l'heure, mais la Fédération française de psychiatrie avait été saisie pour faire un rapport sur psychiatrie et radicalisation. Une première partie du rapport a été faite, il faut le compléter. J'ai un peu l'impression que, d'une certaine manière, on nous demande de prouver que toutes les personnes qui seraient en soins sans consentement ne sont pas des terroristes en puissance. Alors, je rappelle qu'il y a 92 000 environ personnes qui sont hospitalisées tous les ans en soins sans consentement, 92 000 tous les ans. C'est-à-dire que depuis 1838, vous savez, ça fait du monde qui est hospitalisé sans consentement. Et on n'a pas une horde de terroristes qui sont à tous les coins de rue. Donc il y a un fantasme de la psychiatrie et du crime et du terrorisme qui est complètement excessif. Je rajouterais aussi qu'il y a 2 millions de personnes, il ne faut pas oublier, qui sont suivies en psychiatrie tous les ans, au service libre ordinairement. Il y a 450 000 enfants. Ce qui veut dire que quand j'entendais aussi hier que, par exemple, par rapport à quelqu'un, quand on refait son histoire, il a eu une consultation en pédopsychiatrie dans son enfance et qu'on considère que c'est un indice que peut-être qu'il va vraiment de travers, en pédopsychiatrie, on fait des consultations pour des choses tout à fait ordinaires, un orthophonique, quelque chose comme ça. Enfin, ça n'a rien d'extraordinaire et c'est pourtant vous êtes fiché. C'est pour ça qu'il y avait eu il y a quelques années une révolte sur le zéro de conduite. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que peut faire la psychiatrie ? Alors évidemment, on a aussi une vision de nous qui est quelquefois un peu bizarre, même anti-citoyenne. On a des hôpitaux un hôpital qui avait fait une motion de la CME en disant on est contre le décret en question. Le directeur de l'ARS en question avait dit mais non, vous exagérez, ça nous permet en cas d'attentat de repérer rapidement s'il y a des malades mentaux dans l'affaire. Et puis il faisait appel au sens civique des psychiatres, l'air de dire vous êtes vraiment des nuls, vous ne vous intéressez pas du tout à l'état de la nation en tant que citoyen. C'était un peu insultant. Et puis, il y a des représentations tout à fait étonnantes sur la psychiatrie. Après l'affaire de Trappes de cet été, on a un psychiatre universitaire qui est sur les chaînes de radio, interviewé pour ça, et on lui demande, au bout d'un moment, il y a le journaliste un peu irrité qui lui demande « Mais enfin, que faites-vous si une personne radicalisée vient vous dire qu'elle va commettre un attentat très prochainement ?» Non, mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vient vous faire ça, qui dit demain je fais sauter la tour Eiffel, quoi. Ça n'existe pas. Enfin, c'est bizarre, ces idées qui peuvent être dans l'esprit et qui posent qu'on en arrive à cette déconcertante tout à fait naïveté qui sont tout à fait étonnantes. Alors, sur cette question-là, effectivement, il a pu répondre que, comme a dit un peu Jacques Borgier, on a des obligations.
hein, on a quand même des obligations que le code pénal nous impose, qui fait que s'abstenir d'empêcher un crime ou un délit de se faire, c'est puni. Donc, on doit tous, dans notre pratique habituelle, dire, si je vois qu'il y a vraiment quelqu'un qui... ça craint, il faut que je prenne je fasse quelque chose. Si je sais que c'est un malade mental délirant, je vais essayer de l'hospitaliser déjà et de voir comment ça se passe là. Si par contre il se sauve et que je ne peux rien faire, je vais avertir les autorités si je pense qu'il y a un risque qui est certain. Ça existe. Il n'y a pas besoin de rajouter effectivement un certain nombre de choses. Alors, nous avons des obligations éthiques de psychiatrie amitié. Alors, c'est vrai que Jacques Borgier en a déjà rappelé, mais je vais pouvoir aussi les redire un petit peu à ma façon. Savoir que la psychiatrie est très mobilisée sur aussi deux principes constitutionnels qui sont extrêmement importants, c'est la liberté d'aller et venir et la protection de la santé. Vous savez que quand on hospitalise quelqu'un, enfin les psychiatres, on a un pouvoir redoutable, c'est qu'on peut proposer la privation de liberté de quelqu'un. Elle est décidée par le directeur d'établissement s'ils sont hospitalisés, elle est décidée par le préfet, ça, mais sur proposition d'un médecin, et puis c'est nous qui allons proposer qu'il puisse sortir de l'hôpital et retrouver sa liberté. C'est pas rien, c'est une responsabilité énorme. Et tout ça, elle doit s'articuler avec la protection de la santé, c'est dans le bloc de constitutionnalité de la France, c'est des principes constitutionnels extrêmement importants que nous devons respecter. Et puis les autres aussi obligations que nous avons, c'est l'indépendance professionnelle, et le secret médical, qui sont les articles 4 et 5 du Code de déontologie médicale, qui se retrouvent effectivement dans le Code de la santé publique, et qui sont des points importants. Et comme l'a dit Jacques Borgier, nous devons taire tout ce que nous avons vu, entendu et compris. Et moi, je rajoute souvent, y compris de travers, parce que j'ai beaucoup tendance à comprendre de travers ce qu'on me raconte. Ce qu'on me raconte, il y a plein de choses cachées, il y a plein de choses de non-dit. Et d'ailleurs, si je reviens sur la complexité de la naïveté qu'il y a sur la question du journaliste, j'ai trouvé que dans ces journées où la psychanalyse est très représentée, c'est une bonne chose. Ça remet la complexité à l'œuvre, alors que la psychanalyse a été quand même beaucoup attaquée ces dernières années, en particulier quand il a été aux questions autour de l'autisme. Et là, ça met en place toute la complexité du psychisme, tout ce que ça représente, et ça devrait un peu alerter les politiques, quelquefois, ont une vision assez simpliste de fonctionnement de l'être humain. Alors, toutes ces mesures qui posent sur la psychiatrie, on peut retrouver des notions qui ont été dites pendant ces journées. Il y a des crispations qui se font entre les professionnels. On se met à se mettre des ennemis entre eux. Je ne sais pas, entre l'histoire de l'endogroupe et de l'exogroupe. On va avoir l'endogroupe la santé contre l'exogroupe ministère de l'Intérieur. On n'est pas là quand même pour s'opposer. On est là pour essayer de trouver des solutions, des situations communes. Et il faudrait qu'on ne puisse ne pas amoindrir nos références, en particulier le secret médical qui quand même connaît une abrasion régulière dans la société. Il y a un livre excellent d'Anne Lécu qui est « Secret médical, vie et mort », qui a reçu le prix Prescrire de cette année. Je vous incite à le lire s'il le faut. Ça montre bien l'évolution des choses. Il y a cette fameuse question du partage d'informations qui est effectivement quelque chose de très compliqué. La ministre de la Santé a évoqué, quand elle est venue l'autre jour, la stratégie santé des personnes sous main de justice, et qui a un groupe de travail au niveau du ministère avec beaucoup de représentants qui est en cours. Et il y a un groupe qui est sur le partage d'informations qui va devoir essayer de bien réfléchir. La Haute Autorité de Santé aussi a ça dans son plan pluriannuel, de travailler sur le partage d'informations. Donc c'est un sujet important. Alors, j'ai pour terminer, rappeler que quelques points essentiels, c'est que la psychiatrie, elle sait prendre des dispositions nécessaires dans son domaine de connaissance, avec humilité. On a parlé d'humilité, il ne faut pas croire qu'on sait tout, qu'on lit tout dans la tête des gens. Avec la conscience qu'il n'y a pas souvent de soins efficaces sans prise aussi de risques calculés. C'est ce qu'on a aussi parlé du risque dans ces journées, qui doit être réfléchi et discuté. Et c'est tout le travail du collectif dans les hôpitaux. Le Conseil de l'ordre, d'ailleurs, a mis des informations, enfin des conseils pour les médecins, y compris les libéraux, qui, eux, sont souvent plus isolés qu'à l'hôpital, mais qui peuvent se référer aux conseillers départementaux, régionaux, quand ils sont en difficulté dans ces situations-là. Que la psychiatrie tient à ce que la démarche de soins, toujours délicate, ne soit pas stigmatisée, et qui pourra avoir une conséquence que beaucoup de personnes ne veulent plus s'y engager. C'est une représentante d'usagers qui m'a dit ça. Mais nous, si vous signalez tout à la préfecture, on ne va plus vouloir voir les choses. Bon. On peut s'irriter de voir notre champ clinique imposé. On dit qu'on est une branche de la médecine où l'indépendance professionnelle et le secret médical sont des outils nécessaires.
et qu'on est tout à fait disposé à continuer à contribuer au débat. Je voudrais juste dire aussi qu'on a des informations très précises de pression des préfectures qui veulent des listes et des échanges d'informations sur papier entre des patients hospitalisés et eux. Ça pose des sacrés problèmes. C'est une rupture du secret médical qui n'est pas acceptable. Et donc, dernière phrase, le SPH espère vraiment que ces États généraux, puisqu'il doit faire des propositions, pourront faire entendre qu'il ne faut pas renoncer aux principes essentiels du soin qui reflètent les valeurs démocratiques de notre société qui ont été mises en place pendant des années et sur lesquelles il faut absolument tenir. Voilà, merci.